Avant de lancer le débat qui va être à l'ensemble de la salle, je voudrais vous poser à tous une question. Le titre, peut-on annuler la dette? Alors, 2 phrases chacun sur ce sujet. Commence par toi, Pascal. Je vais faire une réponse qui est chrétienne. Il faut chasser les marchands du temple. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bien sûr qu'on peut annuler la dette. On l'a fait des centaines de fois dans l'histoire. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. L'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de notre réponse à la crise par rapport à leur réponse à eux. Voilà. Toi? Ben, oui, bien sûr, on peut annuler la dette, mais il ne faut pas qu'on reste là, il faut qu'on réforme l'économie. Bon, les mots réforme, c'est un peu... Nous, on réinvente les mots réforme en Grèce pour l'intérêt du peuple. Il faut finir avec l'austérité en Europe et faire une politique pour les besoins humains. Ok. Pourtant, vous parlez de renégocier, pas d'annuler. Attends, une seconde. J'en vois qu'ils s'en vont là. J'aurais juste à dire un petit message, mais ceux qui sont repartis complètement, il y en a là-haut. On appelle à rejoindre la manifestation du 1er mai à 10h30, place de la mairie. On aura notre banderole qui est là. Venez nous rejoindre, plus on est nombreux, plus ce sera sympa. Et le 19 mai, à la MJC de Brigny, on passe le film La Tourmente grecque. Voilà. Vas-y, réponds. On parle d'une négociation par laquelle on va arriver dans un effacement d'une plus grande partie de la dette grecque qui est un grec non viable. Et après, il y aura aussi des arguments supplémentaires une fois que le comité de la vérité sur la dette grecque nous donne les réponses. La réponse de Podemos est oui, on peut annuler la dette. C'est une question de rapport de force. Les rapports de force sont complexes. Aujourd'hui, un État dans le monde et un État européen n'est pas dans une situation où il fait ce qu'il veut. C'est donc un problème européen, c'est un problème de lutte européenne et de rapport de force au sein de l'Europe. Nous pensons que l'Espagne a une capacité dans la relation et dans le rapport de force bonne, supérieure à la Grèce. Nous pensons évidemment que si la France prenait simplement la position de ne pas se comporter comment dirais-je, d'être aux ordres des grandes puissances financières et de cesser d'être des serviteurs des grandes puissances financières, mais de faire son rôle de gouvernement, notamment le rôle que lui a prévu d'accorder le peuple. Si la France prenait une position sur la dette rationnelle et progressiste, je ne dirais pas que la France à elle seule y mettrait un coup d'arrêt, mais il est évident que la situation en Europe serait absolument pas la même. Donc il est possible d'annuler la dette à condition d'en finir avec le diktat allemand, de créer un rapport de force dans lequel la souveraineté populaire est rendue au peuple, alors qu'aujourd'hui elle en est confisquée justement par la dynamique de la dette. Toutefois, une dette, c'est pas anormal dans un État. La dette, vous posiez la question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la dette, c'est une dynamique de développement. C'est-à-dire, comment se sont construits les États modernes? Comment se sont construits les hôpitaux, les routes, les écoles, les universités? Elles se sont construites par l'endettement. L'endettement, ça consiste à développer des choses qui vont être payées par la richesse future qui est créée. Ça n'a rien de déraisonnable. Ce à quoi on a affaire aujourd'hui, c'est un système de spéculation sur les moyens des États et à un levier politique et idéologique pour détruire l'État social. Un État social normal qui se développe dans le temps se développe avec de l'endettement. Depuis la Mésopotamie, c'est vrai. Guillaume? Oui, bien sûr qu'on peut annuler la dette, ça s'est fait plein de fois, ça, on l'a dit. Ceci dit, il ne faut pas croire que c'est une démarche indolore, d'une part. Si vous l'annulez de manière totalement, enfin, unilatérale, ça veut dire qu'en particulier, pendant un certain temps au moins, vous n'avez plus personne pour vous prêter de l'argent. Ça veut dire donc que dans un pays comme la France, qui est à la fois fortement aujourd'hui en déficit public,
Ça veut dire que vous devez réduire votre déficit public rapidement, et en plus, quand on est en déficit extérieur, c'est-à-dire qu'on consomme plus qu'on ne produit, ça veut dire que vous devez réduire votre déficit extérieur, enfin l'annuler immédiatement une fois que vous avez annulé votre dette. Donc ça veut dire que si vous annulez votre dette, ça ne vous dispensera pas, au contraire, même ça peut vous amener à avoir une austérité supplémentaire dans les médias. Même si à terme ça peut vous faire du bien. En tout cas, penser que c'est une solution indolore et qui règle tous vos problèmes par miracle du jour au lendemain, c'est certainement pas ça. L'autre truc qui fait que c'est pas forcément indolore, c'est que la dette, il y a quand même des gens qui la détiennent. C'est vrai que c'est des riches très souvent, mais enfin, dans des pays comme la France, c'est quand même aussi pas mal de gens, je suis sûr qu'il y en a pas mal parmi vous, qui ont par exemple de l'assurance vie qui est placée essentiellement en dette publique. Donc si on annule la dette publique, on risque d'annuler aussi une partie de vos avoirs. Donc ce qui risque aussi de poser des problèmes politiques à l'intérieur du pays. C'est pas simplement une histoire avec le reste du monde et les riches américains. Ça pose aussi des problèmes intérieurs. Bon, donc on peut le faire. Il faudra certainement trouver des moyens de réduire la dette publique telle qu'elle est au niveau où elle est aujourd'hui en Europe. Mais ce sera forcément compliqué et forcément douloureux. C'est pas, même si ce sera à terme meilleur que de continuer les politiques stupides menées aujourd'hui. Il y a une différence aussi entre annuler la dette de manière unilatérale et restructurer la dette, comme ça a été décrit vis-à-vis de l'Équateur, c'est-à-dire de négocier des accords autour de ces questions-là avec les créanciers. C'est, sous tous les aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est moins risqué pour le futur quand même, si vous le faites de manière négociée avec vos créanciers que si vous le faites de manière unilatérale. Donc derrière tout ça, au-delà du slogan, il y a plein de modalités, de moyens qui font des différences significatives au niveau de l'impact que ça a pour nous et pour le futur. Je voudrais m'inscrire en faux à ce que vient de dire Guillaume Duval. Je suis désolé, hein, mais c'est le propre d'un débat. Dans l'histoire, j'ai dit qu'il y avait eu des tas d'annulations de dettes. À chaque fois, de différentes causes. Hein. De la part des créanciers eux-mêmes, Bush a décidé d'annuler une partie de la dette de l'Irak, hein, en disant qu'elle était odieuse. J'en citerai des tonnes comme ça, mais également de la part des pays eux-mêmes qui décidaient de ne pas rembourser ce qu'ils ne pouvaient pas payer. C'est arrivé à des tas de reprises de l'histoire. Depuis la libération, selon deux économistes du FMI, Rogoff et Reinhardt, il y a eu 169 défauts partiels ou total de la dette d'une durée égale ou supérieure à 18 mois. Et à chaque fois, ils ont retrouvé des emprunts auprès des marchés financiers. À chaque fois, ils ont pu se réendetter pour des diverses raisons politiquement, je n'analyserai pas, mais parce que 169 cas, c'est un peu difficile. Mais il n'y a jamais eu de difficulté. Le fait d'annuler sa dette ne fait pas qu'on ait des difficultés. Pourquoi ? Parce que le boulot des marchés financiers et leur intérêt, c'est d'avoir une domination sur les États et la dette, c'est un moyen pour ça. La deuxième chose, c'est que ces questions-là ne sont pas que des questions économiques, addition des plus, des moins, des divisions et des pourcentages. Ce sont des questions politiques, la dette. Pourquoi on emprunte ? À quoi ça sert ? Qui c'est qu'en profite ? Hein, si vous aimez les romans policiers, première question, à qui profite le crime ? Bah là, dans la dette, quand on dit dette, il y a créancier de l'autre côté. Sur l'histoire des petits porteurs, nous, on n'est pas contre, on ne veut pas spolier les petits porteurs. Mais la première chose, il faudrait savoir à qui on paye. Aujourd'hui, en France, c'est le Code du commerce et c'est le Code monétaire et financier qui interdit de connaître l'identité des créanciers. Quand nos députés votent le budget et le paiement des intérêts de la dette, ils ne savent pas à qui ils payent. Là, il y a une aberration, il y a un déni de démocratie, on ne sait pas à qui on paye. Moi, les gens qui ont souscrit des assurances vie, j'aurais une proposition, c'est de nationaliser et de mettre sous contrôle les assurances qui elles-mêmes ont leur siège au Luxembourg. Tiens, en passage, pas vers ça de vue.
Mais les petits porteurs, quand vous souscrivez une assurance vie parce que leur retraite est minable, vous pourrez peut-être commencer par augmenter les retraites, ou limiter un petit peu ce genre de choses. Et puis la deuxième chose, c'est que si elles sont nationalisées, c'est un moindre poids pour l'État. Je rappelle un dernier truc, c'est qu'à la Libération, le pays était complètement détruit. On a quand même fait 5 plans de reconstruction du pays. Et au début des années 70, on avait une dette ridicule, de l'ordre de 20% du PIB. Comment on a fait? On avait un secteur nationalisé qui était important et qui prenait des emprunts d'État à des taux que fixait le gouvernement lui-même. Et à chaque fois qu'on remboursait, c'était souvent des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire inférieurs à l'inflation, pour faire simple. On a pu reconstruire le pays en partant d'une dette de 170% qui a diminué du fait de l'inflation sur 3 ans de suite, mais aussi d'annulation, parce que les États-Unis ont annulé une partie de la dette française, belge et allemande au passage. C'était pour faire front au bloc soviétique, hein. C'est pas pour la beauté de la France, mais donc c'était faisable aussi. Et la France a aussi annulé une partie de sa dette en nationalisant les 4 principales banques et qui détenaient des bons du Trésor, hein, qui était la principal titre de la dette, en disant tous les titres de la dette, hop, à la Banque de France. Et si vous voulez payer, carte d'identité, s'il vous plaît. Et il y a un décret qui a été signé en décembre 1946 et qui dit il ne sera pas remboursé, je résume, hein, au-delà de 5 000 francs. Les gens qui se présentaient avec plusieurs titres, il fallait qu'ils justifient leur richesse antérieure. Et comme avant c'était l'occupation, il y en a qui n'avaient pas les mains propres. Quand je dis les mains, c'est une façon de parler. Mais il y avait du sombre après sur les mains, qui avait permis de faire leur fortune. Donc il y a des titres qui sont encore dans les codes de la Banque de France qui n'ont jamais été payés. Donc il y a eu une annulation de fait aussi par la France. C'est pas un phénomène extraordinaire. Et on a trouvé facilement des emprunts après les marchés financiers après. Mais moi je ne suis pas pour aller sur les marchés financiers. Je suis pour aller auprès des banques centrales d'État. Complètement aberrant aujourd'hui. Quelqu'un a dit c'est pas normal, on ne devrait pas emprunter pour des hôpitaux. Il a parfaitement raison. C'est ce qu'on a fait pour reconstruire le pays de 45 à 70 à peu près, hein, pendant 35 ans. On l'a fait aussi en profitant des pays du Sud. Je veux dire, ça n'a rien coûté, de fait. Voilà, donc j'arrête, je veux dire, la manière dont on emprunte est importante. Pourquoi faire? À qui aussi c'est important. Je ne vais pas entrer, puisqu'on est dans un débat, juste en 2 mots, je ne vais pas entrer dans une considération macroéconomique, je ne vais pas toucher à ça. Par contre, on est quand même dans un changement d'époque. Nous, ce que nous disons, c'est que nous savons, et tout le monde sait certainement, qu'au niveau qu'atteignent les dettes des États européens, et notamment des États du Sud, elles sont impayables. D'une certaine manière, les gens de la BCE, du FMI, les gens de la Troïka le savent. La question, c'est à quel moment on arrête de payer. Dans le projet de ces personnes, ils se mettent à annuler la dette quand ils auront liquidé l'État social, l'État social en Europe. C'est le projet de liquidation de l'État social. Nous, ce que nous voulons, c'est mettre fin à la liquidation de l'État social et de négocier de cette annulation de dette parce que de toute façon, elle est impayable. Et elle sera de plus en plus impayable, plus l'État social sera liquidé, plus elle sera impayable. Donc, il y a un moment donné où les créanciers et tout le monde va se réunir pour l'annuler. Nous voulons nous épargner d'aller jusqu'au bout de la liquidation de l'État social. Toutefois, c'est en même temps une approche. Si nous avons une approche démocratique, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit notre collègue, c'est qu'il y a un risque, en tout cas pour un État ou un gouvernement aujourd'hui seul en Europe, un gouvernement du Sud, et le cas de Syriza est typique, c'est est-ce que les peuples vont accepter une économie de guerre? Vous savez, moi je me souviens de la période spéciale à Cuba. D'accord. Est-ce que les peuples vont accepter une économie de guerre? Quel est le prix à payer pour installer une économie de guerre dans un État démocratique européen? C'est certainement improbable. Ce qui signifie que si on prend la voie démocratique et la voie d'aller ensemble avec les peuples européens, y compris avec les différences, ça signifie que nous ne sommes pas dans un processus révolutionnaire de grand soir du dispositif financier mondial et que la révolution ultra-conservatrice qui s'est produite dans les années 80-90, qui a changé complètement les choses à partir du Big Bang de la City et qui s'est répandue, ce qu'on a appelé la mondialisation, cette révolution conservatrice, la faire revenir en arrière va certainement demander plusieurs dizaines d'années et peut-être pas va se faire en 1 an ou 2. Donc les priorités qu'on peut avoir pour aller au gouvernement dans un gouvernement progressiste en Europe, c'est
mettre fin à la politique d'austérité, renégocier la dette en restant dans un cadre démocratique. On a un certain nombre d'économistes, je pense à des économistes atterrés, à mon ami Frédéric Boccara, qui a fait un certain nombre d'études où il arrivait à démontrer que même sans toucher au traité européen qui interdit à la BCE de prêter aux États, il y a moyen d'installer des mécanismes qui reviennent eux-mêmes. Donc l'idée, c'est de prendre les marges qu'on a, et ces marges seront d'autant plus importantes que les rapports de force changeront, et elle va dépendre des changements politiques dans les gouvernements européens dans les prochaines années. Voilà. Merci.